Nous sommes ici, évidemment, aux rencontres Chaland, qui seront marquées cette année par la projection ce soir à 19 h dans cette salle d'un documentaire très précieux, très agréable à voir, très chargé en émotions diverses. Vous vous en rendrez compte. On doit ce documentaire à un jeune homme qui a un nom de personnage de roman, voire de bande dessinée, on oserait l'inventer, Avril Tambouret. Dans ce documentaire, comme vous le verrez, nous partons à la recherche d'Yves Chaland. Et pour partir à la recherche d'Yves Chaland, Avril Tambouret a interviewé, rencontré, est parti sur la piste de personnes qui l'ont connu. Parmi celles-ci, un certain nombre apparaîtront dans les images qui vont tourner de manière aléatoire au milieu des images de Chaland, images elles-mêmes sur l'écran tout à l'heure. Mais il y a aussi deux personnalités ici sur scène, Bruno Gassio, de Saint-Étienne, et Serge Clair. Deux personnes qui ont connu Chaland, effectivement, quand il produisait, voire même avant qu'il ne se mette réellement à produire. Nous allons parler de tout ça avec Avril, et je voudrais d'abord, Avril, je crois qu'il y a un micro, voilà, qui est là. Avril, vous allez garder votre micro précieusement. Les deux autres devront se le partager. Voilà. Alors, il y a un habitué des médias, évidemment, Serge Clair, qui va capter l'attention. Et puis, mais Bruno, vous essayerez de parler un peu. Un peu timide. Avril, ma première question, quand même, c'est vous êtes né en quelle année? En 82. Tout le monde nous entend bien? Oui. Parfait. C'est-à-dire que vous êtes né au moment où commençait à produire réellement, puisque c'est 79-90, Yves Chaland. Vous l'avez-vous rencontré sur le papier de manière consciente à quelle époque? Je pense que ça s'est fait quand j'avais, à l'adolescence, vers 12-13 ans, c'est-à-dire après sa disparition. Et ça s'est fait à travers ses albums, mais cette découverte, au moment où j'ai commencé à dire « Ah, c'est du Chaland, tiens, oui, Freddy Lombard, je veux le suivant, je vais le trouver, je vais l'acheter, etc. » C'était déjà une espèce de petite quête, parce que c'est la période où il n'y avait pas encore les intégrales, donc il n'y avait pas les rééditions de Chaland. Donc cette espèce d'auteur dont beaucoup de gens parlaient, je voyais, dont les dessins tout d'un coup m'interpellaient, dont on ne trouvait pas les albums, ça me plaisait de me lancer comme ça dans cette enquête. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, mais ces dessins, je les ai déjà lus quelque part. Ça m'était familier. Et donc il y a une espèce de machine à remonter dans le temps qui s'est mise en place dans ma mémoire. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'ai dû découvrir ces dessins à peu près en 88-90, quand j'étais enfant, à travers les illustrations qu'il a fait pour Astrapi ou un jeu booking, je crois qu'il a fait, qui s'appelait L'écran. Et un Astrapi sur la réalisation d'un film. Et quand j'ai retrouvé cet Astrapi dans un carton d'enfant, je suis tombé des nues en me disant incroyable. En fait, c'est sans doute peut-être une des premières connexions que j'ai eues avec le monde du cinéma, c'est à travers les dessins de Chaland. Vous étiez donc adolescent, un grand lecteur de bande dessinée? Pas qu'adolescent, enfant depuis le début. C'est l'art de l'enfance par excellence, la BD. Moi, comme presque tout le monde ici, sans doute, ou beaucoup de gens, je suis tombé dedans et puis ça ne s'arrête plus, quoi. Voilà. Pourquoi Chaland? C'est une énigme. Pourquoi Chaland? J'ai voulu le savoir, en fait. C'est pour ça que j'ai fait le film. Parce qu'il a créé chez moi une espèce d'attachement. Un peu fasciné, un peu captif comme ça. Captivant, dirait d'autres. Captivant, dirait d'autres. Mais je pense que ce qui s'est vraiment scellé, c'est que il y a vraiment une ambivalence dans le travail de Chaland qui est passionnante, qui est que quand on accède à ces albums par le biais du dessin, on se sent en terrain absolument familier. On rentre dedans, comme dans une eau, comme ça tienne. On connaît par cœur, on a l'impression d'être chez nous, surtout quand on est lecteur de bande dessinée. Mais quand on rentre dans les histoires, alors là, on est complètement perdu. Et c'est noir, il y a une ironie, on ne comprend rien. Et ça, cette ambivalence-là, je pense que je ne l'avais jamais rencontrée.
Et j'avais rencontré de cette manière-là. Et j'ai sans cesse relu les albums de Chaland depuis, pour essayer de comprendre comment ça tenait, pourquoi, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut dire. Et puis je lisais évidemment plus le mystère de Pâques et Danse. Et ça, c'était le début, je pense, de l'attachement. On va évidemment revenir à votre quête. Bruno Gassio, alors, certains, peut-être d'aucuns, s'étonneraient de voir l'homme que vous êtes, qu'on connaît, si on regarde un peu la télé, si on lit un peu, deux, trois choses, si on suit un peu sur Twitter, non, je plaisante sur Twitter, en l'occurrence, on ne vous attend pas là. Et pourtant, Chaland, c'est quelque chose qui a compté tôt dans votre vie. Oui, parce que il y a des rencontres dans la vie qui font le reste d'une vie. Et on ne le sait pas forcément. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte quand Avril m'a demandé de parler de Chaland, parce que j'avais déjà eu l'occasion pour Isabelle d'écrire un texte pour un précédent festival. Et il m'a dit, mais tu l'as connu? Oui, bien sûr. Dans quelles circonstances? Les Beaux-Arts à Saint-Étienne, il était parti d'une bande de gens. Et puis, quand on a commencé à parler de souvenirs, parce qu'il voulait qu'on aille plus loin dans sa façon de m'interroger, je me suis rendu compte que cette période de ma vie, c'est donc 74, 75, 76, 77, c'est une période charnière chez moi. Et je suis au départ, pour ceux qui ont lu les fausses bio, j'ai gardé des chèvres, mais juste avant, je vole des mobylettes, je viens d'un quartier difficile, c'est n'importe quoi, ma vie c'est absolument n'importe quoi. Je me retrouve à côtoyer une bande de gens très hétéroclites, où il y a des dessinateurs, des auteurs, des gens qui écrivent pour des fanzines, et je suis assez fasciné par eux, parce qu'ils sont rigolos, ils sont plutôt intelligents, ils sont ironiques, il y a une distance. Ils me mettent à la lecture de Charlie Hebdo à l'époque, ils disent, mais au lieu de ne jamais lire, lis au moins ça. Et je m'aperçois que ma vie commence à devenir plus intéressante. Et dans tous ces gens, il y a Yves, il y a Chaland, qui est sans doute celui que toute la bande admire le plus. Parce qu'il est, ce que tu dis, assez insaisissable. Nous, on se met à hurler sur des faits politiques, des faits de société, des choses qui nous agacent. Lui, jamais. Lui, il fait des choses. Il fait des choses avec le talent qu'il a. Et à moi, personnellement, parce que c'est ça la question, il fait partie de ceux qui me disent, mais il est probablement celui qui me le dit le mieux, tu as le droit de faire des choses. Parce qu'à l'époque, je déconne, je dis des bêtises, je les écris aussi, parce que j'écris déjà des pièces de théâtre, j'essaye d'écrire, et il me dit, tu n'as pas besoin d'être allé à l'école. Quelqu'un m'a dit, pas longtemps, il y a des gens qui ont du talent et d'autres qui sont obligés de faire des études, parce qu'ils n'en ont pas. Et je trouve ça vachement vrai. Et lui m'a dit, tu as le droit, ce que tu nous dis là, c'est super rigolo, écris-le. Viens, on fait quelque chose. Tiens, je vais dessiner ça, je vais mettre ce que tu as dit sur une bulle. Et tout d'un coup, il avait une façon, et je pense que pour beaucoup de dessinateurs, j'espère que c'est ça, je ne dirai pas le contraire, mais il a une influence, il a une inspiration. Son trait est une inspiration. Je regardais un dessin tout à l'heure, j'ai compté il y a 6 traits pour faire un pantalon. Et on voit un pantalon, parce que le mec est acquis, quoi. Il a fait 6 traits. Moi, si je devais dessiner un pantalon, je me disais, mais comment faire? Il y a les plis là, non, il y a 6 traits. Il faut juste les faire bien. Et c'est quelqu'un qui est sans doute inspirant pour tout un tas de gens. Et énigmatique pour Avril, parce qu'il arrive après. Nous, quand on est au moment où on est ensemble, c'est une évidence qu'il est meilleur que tous les autres. Et il y a des dessinateurs autour, il y en a. Et il est largement meilleur. Et c'est lui qui parle le premier à Paris avec Talleyrand, et c'est un mec qui change d'avis quand même. Serge Père. Alors, le temps que Serge prenne le micro, juste rappeler que Yves Chaland a passé son bac C ici, à Nérac, en 1975, bac scientifique, en 75 le bac. Il sait qu'il a sans doute fait ce qu'il fallait pour que la famille soit contente. Voilà, il a eu son bac C ici, à Nérac, et il veut faire les Beaux-Arts. Obtenir l'autorisation du père mettra un moment, parce que quand on fait un bac C, on ne va pas faire les Beaux-Arts. Donc, lorsque enfin c'est possible, eh bien, il n'y a plus
beaucoup, j'ai enquêté un peu pour savoir pourquoi à Saint-Étienne, parce que c'était un choix familial, la famille est originaire de Lyon, de pas loin, non, c'est la dernière école des Beaux-Arts où il est encore possible de s'inscrire, les autres, les inscriptions sont closes. Donc c'est vraiment une volonté absolue et peut-être outrepasser la volonté du père, aller vers les Beaux-Arts. Et on est en 75, et les Beaux-Arts commencent, il y rencontre un certain nombre de gens, Luc Cornillon d'abord, mais pas seulement, Isabelle, Joannet, qui est aujourd'hui Isabelle Chaland, et il sera de ceux qui en partira le plus vite, avant même de terminer les études. Quand avez-vous, Serge Clair, vous rencontré, d'abord peut-être avant l'homme, le travail du Chaland? Chaland, je l'ai rencontré dans Métal avant de le rencontrer physiquement, effectivement. Il m'a été présenté à Paris par Philippe Manœuvre à un concert des Stranglers. Et il me semblait, après dans mon souvenir, qu'il avait une attitude très hautaine et très froide en me regardant de haut. De toute façon, il était plus long que moi. Donc j'ai retraduit ça dans le journal où je raconte ma rencontre avec lui et il me traite de haut. Je dis que ça va être la guerre qui est déclarée, tout ça, j'en ai fait un truc dans le journal. Mais bon, le journal étant une œuvre de M. Serge Clair qui raconte. Ça c'est bien. Voilà, décrypter un peu où il raconte toute sa vie d'artiste. Donc la rencontre physique, je l'ai déjà racontée dans cet épisode, mais je l'avais découvert dans Métal Hurlant, dans les premiers numéros. Moi je suis arrivé au numéro 4 de Métal Hurlant, donc un des tout premiers. Et puis lui il est arrivé à peu près à publier dans ces années-là après. Donc je connaissais ses BD, mais sans connaître le et j'admirais absolument. J'allais dire, est-ce que ce qu'il faisait vous intéressait? Oui, ça me passionnait. Parce que moi, j'étais encore en train de me chercher, de faire des dessins où j'étais pas content de moi, et puis je me demandais ce que je foutais là. Je me demandais si j'avais été engagé par erreur. Et lui était déjà mûr, il avait déjà une façon de faire ses bandes dessinées avec une perspective. Moi, je ne savais pas où il fallait mettre un point de fuite. Moi, contrairement à lui, j'ai pas fait de bac C. Ça m'énerve. Un bac C, c'est extrêmement énervant parce que c'est quand même un bac scientifique, quand même, non? Ou presque. C'est pas un bac S, je crois que c'était un bac S. À l'époque, c'est C. Je peux en parler. Scientifique. Du bac 75 également. Voilà. Et donc ça, tout de suite, ça met la barre très haut. Moi, j'avais évité le bac et j'étais parti directement à Métal Hurlant sans passer par la case bac. Mais néanmoins, ça m'énervait qu'il ait un bac scientifique. Bref, il savait où foutre un point de fuite et il savait dessiner les choses que moi, je ne savais absolument pas dessiner. Moi, je foutais des têtes toutes petites avec des corps immenses. Enfin, je déformais n'importe quoi. Je ne connaissais même pas Georges Grosz, mais ça ressemblait à des trucs allemands déstructurés, sans faire exprès. Donc moi, j'étais jaloux de sa façon de récupérer la ligne claire qui s'appelait pas ligne claire. D'ailleurs, on ne connaissait pas de ce nom. Où il partait d'Hergé, de Jacobs et tout ça, il revisitait Tilleux, il revisitait tous ces maîtres-là, et il dynamitait le propos en faisant quelque chose de très subversif. C'était très innocent dans les dessins, mais c'était hyper violent, il y avait du sexe, il y avait un peu de tout dans Métal. De toute façon, l'avantage de Métal, c'était qu'il y avait du sexe dedans, et du bandage, et des trucs comme ça. Et nous, on venait aussi de l'admiration de Joe Swart, qui a inventé le détournement vers la nucléaire, en en faisant un truc extrêmement perverti, en utilisant les codes d'Hergé extrêmement sages, lignes hyper claires, et posées, sages, et puis dedans, Joe Swart mettait des choses ahurissantes, quoi, de la drogue, du sexe aussi, tout ça. L'époque était au sexe. Si je ne me trompe, si je ne m'abuse, la création du mot ligne claire, je regarde les vrais spécialistes qui sont dans la salle, la ligne, c'est 1977. Voilà, c'est lui approuvé par M. Passavonic. Personnellement, moi, Joe Swart, je le connaissais avant dans les fanzines hollandais. C'est sûr. Pour moi, son style, je le connaissais avant. Ils ont 10 ans d'avance sur nous. Bien sûr, mais la théorie, comme il a posé le travail à l'occasion d'une grande exposition qui s'est tenue aux Pays-Bas à Rotterdam,
dit que l'art religieux a été... J'entends bien, mais nous, on faisait ça sans savoir que le mot était... On faisait de la prose sans savoir... Oui, monsieur Jourdain, vous en faisiez sans même le savoir. Nous allons y revenir, et justement, peut-être à Avril Landouet, on verra ce soir, plus que... Même si c'est l'homme que vous avez fini par poursuivre, plus que l'homme, ce que vous avez cherché à poursuivre, c'est cette ligne, c'est ce trait de Chaland. Ce que j'avais envie de retrouver, en fait, c'est pas difficile. Moi, je fais des documentaires, mais principalement sur des gens qui sont présents, qui sont actifs. Les documentaires sur la bande dessinée que j'ai fait, c'était sur des dessinateurs au travail. Et là, le point de départ avec Chaland, c'est qu'il n'est pas là. Et pourtant, il y a ces dessins qui ont une grande charge hypnotique pour moi. Il y a vraiment une espèce de perfection et quelque chose qui s'est déposé dedans, qui vibre vraiment. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. Et je me suis dit, comment filmer ça, quoi? Comment l'approcher tout en jouant avec cette absence qui est là, et en même temps cette immense présence à travers ces dessins. Et je voulais un film au présent. Je voulais un film qui soit vivant, parce que j'estime qu'il y a vraiment quelque chose de Chaland qui est encore vivant, très fortement. Et la clé, c'est venu effectivement en enquêtant et en voyant que chez pas mal de gens qui l'avaient croisé, d'autres qui n'avaient pas croisé, mais qui, eux, ont croisé son travail depuis, il avait laissé plus qu'un beau souvenir, il avait vraiment laissé une espèce d'empreinte, et qui était une force stimulante, quelque chose qui restait actif, et qui, pour chacun, prenait des formes, aujourd'hui, différentes. Et c'est ça que j'ai voulu filmer, au final. C'est-à-dire d'essayer de l'apercevoir, lui, à travers cet écho-là, cette ligne d'écho souterraine. Bruno Gassio, on évoquait ce moment, vous l'avez rencontré. Je rappelle donc le bac 75, nous sommes dans cette deuxième partie des années 70, où peut-être nous sommes encore post-68 art, le sens de la fête n'est pas encore celui des années 80 peut-être, mais celui déjà de la route, de quelques fumettes, des choses comme ça. C'était pas du tout le cas de Monsieur Chaland, je crois, qui lui était déjà un garçon sérieux. Alors, oui, on évoquait ça ce matin avec Isabelle. Elle se demandait s'il venait avec nous dans les manifs à Nard. Aujourd'hui, on appelle ça des Black Blocs. En 76, 77, on était juste les anards qui allaient perturber les manifs de la CGT. Et toute la bande y allait, dont certains dessinateurs aujourd'hui qui font des BD très, très gentils, hein, sur le pain, tout ça. Et on allait mettre la panique dans ces trucs-là. Et je crois que Chaland est venu une fois ou deux avec nous. Parce que quand on était arrêté par la police, on nous présentait les photos des autres. On avait tous nos masques et nos trucs sur la tête. Et il y en avait un qui était un dessinateur. Aujourd'hui, je ne veux pas balancer, mais vous ne le trouvez pas facilement. Il avait des cheveux jusque-là blonds. Et oui. Et quand on nous présentait la photo, on disait vous le connaissez? Non, non. Et quand ils nous mettaient nos photos à nous sous le nez, c'est vous? Non. Évidemment, on connaissait notre t-shirt, il y avait limite le nom dessus. On était masqués, donc on ne se dénonçait pas. Et je pense que Yves il est venu au moins une fois dans une des manifs juste pour nous suivre, parce que toute la bande y allait. On est tous une bande d'anarchistes. Et il a fait des faux. Chaland a fait des faux, pour moi. Quand il s'est agi de passer le concours d'entrée aux Beaux-Arts, que j'ai passé, parce qu'au bout d'un moment, il fallait bien que je suive la bande, on m'a dit, c'est eux qui me disaient, mais va aux Beaux-Arts, viens avec nous aux Beaux-Arts. Donc j'ai dit oui, c'est un concours, c'est ouvert, vas-y. Donc j'ai dit oui, mais je ne sais pas dessiner. Il fait voir, et effectivement, tu sais pas dessiner. Et tous m'ont dit, et Charon le premier, je veux faire des dessins. Et ils sont tous amusés à faire des styles qui n'étaient pas le leur, des aquarelles, des conneries, ils m'ont donné des dessins. Et je crois que quand j'ai présenté des dessins, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit Chaland nous en a fait un. Ça se voyait un peu. Et ils ne m'ont pas rejeté. C'était une école assez ouverte, Saint-Étienne, c'est une bonne école des Beaux-Arts. Ils ne m'ont pas rejeté. Ils m'ont dit venez quand même passer le concours. Il y avait un concours de dessin. On nous a posé un diable, une espèce de chariot à la con, en disant il faut dessiner ça. Et dessiner un diable avec toutes les lignes de fuite, justement, et toutes les tubulures et les ombres, c'est impossible quand on ne sait pas dessiner. Et moi, j'avais prévu que je ne saurais pas le faire, et j'y étais allé avec un Polaroid. Et j'ai fait une photo du diable, j'ai fait une photo de ma voisine de droite et de mon voisin de gauche,
en disant voilà l'objet et voilà ce que eux vont essayer de faire de l'objet. Moi, je suis en dehors de tout ça. Je suis au-dessus de l'art et je regarde l'art. Ils m'ont convoqué, les profs, c'était ça, ils m'ont demandé qu'est-ce que vous avez voulu dire. Et là, j'ai dit merde, j'avais pas prévu. Et j'ai commencé à imaginer une histoire sur l'inutilité du dessin. L'inutilité du dessin autant de la photographie, puisqu'une photographie sera toujours plus fidèle qu'un dessin, tout ça, blablabla. Et à la fin, on m'a dit, on ne peut pas vous prendre aux Beaux-Arts, mais on ne peut pas non plus vous interdire de venir. Donc, venez. Et j'étais auditeur libre aux Beaux-Arts, j'y allais quand je voulais, j'allais surtout au cours de communication. Je me suis rendu compte que c'est là qu'il y avait les plus gros escrocs. Je me suis dit que si j'avais un avenir, en tout cas dans ce métier-là, c'était plutôt dans l'escroquerie que j'avais un pur. Serge Clair. Serge Clair. Yves Chaland était tout sauf un escroc parce que lui, il travaillait. Oui, j'espère. Non, c'est un peu agaçant, en même temps, il y avait une telle facilité en même temps qu'il travaillait, et puis... Non mais si, c'est vrai, la BD c'est un travail de moine, c'est de la folie furieuse, c'est un boulot pour draguer les filles, c'est les conseiller, parce qu'on n'a pas de temps à soi. Mais oui, il travaillait, bien sûr, ouais. Mais avec une grande facilité qui est déconcertante pour... je dis toujours par rapport à moi, c'est pas parce que j'aime parler de moi, mais quand même si. Mais moi, c'est ça qui me touchait dans son dessin, c'est qu'il avait quelque chose que moi, j'avais pas. J'étais ailleurs. Merde, je sais pas si on m'entend. Donc, ce que j'apercevais chez lui, je voyais très bien ce que j'apercevais chez lui, et je savais que moi, j'étais ailleurs et que j'avais un complexe de ne pas avoir eu mon bac, justement, toujours pareil. Et que... Donc et puis d'avoir été engagé à 17 ans à Métal, je me disais, ils sont gourés, c'est pas possible. Il y avait Moebius à Métal, il y avait Truyet, il y avait Corben. Métal était le truc, la BD, la revue la plus emblématique de l'époque, c'était 74-75. Donc j'étais déjà en me disant, est-ce que je suis légitime d'être à Métal Hurlant? Et puis en plus, je voyais Chaland qui savait bosser les perses et tout ça. Puis rapidement, avec une magie dans le trait que j'aurais bien aimé imiter. D'ailleurs, à un moment, on s'est influencé l'un l'autre. Forcément, ça devenait une école à force de... Moi, j'étais toujours influencé par Will Eisner, les Américains. Je lisais la bande dessinée franco-belge et les Américains en même temps. J'étais bilingue, avec les yeux, mais pas avec la langue. L'anglais, j'étais nul. En revanche, j'étais beaucoup plus passé aux Américains. Chaland, il me regarde et il me dit, mais arrête avec les Américains, regarde la franco-belge. La franco-belge, je la connaissais quand j'étais gosse, quand je lisais en bibliothèque à 5 ans, tout petit. Il m'a fait redécouvrir la franco-belge, Tillieux, les grands et tout ça. Et oui, je connaissais quand j'étais petit, mais il me l'a fait revoir. Donc il m'a perverti, parce que moi j'étais avec les Américains. Et il m'a ramené à la franco-belge. Et moi je suis passé comme maître avec JG, qui était, que les gens connaissent pas forcément bien, mais qui a une magie dans le trait, qui a un fouetté, qui a une sensualité dans le trait, que Chaland avait, qu'on a tous les deux cherché à capturer, cette magie du trait, en très peu de traits justement, 6 traits de pantalon, peut-être un de trop. Il y en a 2 sur la braguette. Ah ok, c'est bon, non, ça va. Non, il y avait le souci du détail, la braguette. Moi j'avais pas ce souci là. C'est vrai que le pli de pantalon est très important, tout est là-dedans. Le tombé du pantalon, c'est ce qui fait que le truc tient en l'air, et avec le moins de traits possible, c'est ça la ligne claire. C'est le moins de traits possible, le plus d'efficacité. Et comme disait T.S. Eliot, que je vais citer, un serpent bourré, une simplicité qui coûte rien moins que tout. J'adore la phrase parce qu'il y a un truc, une allitération, une connerie dans ce genre. Elle est belle, la phrase est jolie. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment parlant. La simplicité, c'est un enfer. C'est vraiment la simplicité de la ligne, c'est ce qu'il y a de pire, de dur à trouver. On croit que c'est simple, et puis en fait, on dit ouais, tout le monde peut faire pareil. Ben non. Ouais. Et JG faisait ça sans même regarder sa feuille, c'était juste un génie. Alors il a le désavantage, JG, de ne pas faire des albums continus, alors que Hergé a fait toute une série avec un personnage dont on se rappelle un peu, Tintin. Et Chaland avait il avait trouvé en imitant les grands maîtres, ce qu'on fait toujours, hein, il faut toujours imiter les maîtres et puis s'en sortir après. Il ne faut pas imiter et puis rester collé. Et nous, on a été très influencés par le trait.
Et Chaland, assez vite, a réussi à construire un univers avec un trait. Le mystère de Chaland, c'est ça, c'est la sensualité du trait, on ne peut pas expliquer. On voit des traits très simples et tout ça, et il y a une magie qui est inexplicable, il y a une vibration, et on ne peut pas l'expliquer avec des mots. Ah oui, Tambouret, justement, on le verra ce soir dans le film, vous avez essayé de filmer, même si ce n'est pas de la bande dessinée, filmer très loin de là, au contraire, c'est un voyage que vous nous proposez. Mais parfois, vous allez au contact du dessin avec la caméra. D'abord, comment filme-t-on du dessin pour essayer de trouver quelle en est sa magie? Et deux, comment filme-t-on le dessin de Chaland? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le dessin et la caméra, ça ne va pas du tout ensemble. C'est très difficile de filmer un dessin, et ça fait longtemps que je ressens ça en filmant, et tout doucement, j'arrive à avoir peut-être une explication, mais c'est comme si c'était redondant. C'est-à-dire que le dessin se suffit à lui-même, et donc il n'a pas besoin d'un nouveau cadre qui vient sur lui. Serge, justement, le matériel, tous les auteurs et ceux qui sont dans la salle, évidemment, ont un rapport privilégié à leur matériel, à la technique qu'ils emploient. Je crois que chez Chaland, c'était de l'ordre quasiment du sacré de retrouver les pinceaux le papier qui était le plus proche de ce qu'on pouvait toucher de la ligne claire originelle, de ce que pouvaient faire les Hergé, les Franquin, les Quilleux. Moi, je me souviens que c'est lui qui m'avait dit qu'il faut acheter du Félix Schuller-Parole. Il était très pointu. Il a fait les beaux-arts. Oui, ça j'ai oublié de dire. Il a fait les beaux-arts, pas moi, ça m'énerve aussi, ça. Ça fait. Non, c'est pas lui qui m'énervait, c'est moi qui étais énervé de ne pas avoir fait les beaux-arts. Je me sentais un peu. Non, ça m'avait. Donc, bref, il m'avait dit ouais, il faut prendre du Schuller-Parole. Qu'utilisait Moebius, en fait. Moi, il m'avait dit que c'est Moebius qui utilisait ce papier-là, mais sûrement les autres aussi. Et le pinceau aussi m'avait expliqué. Donc techniquement, il m'a donné quelques tuyaux qui étaient très efficaces. Au point d'ailleurs que, certes, il dessinait, certes, il y avait son travail d'auteur, mais s'il est venu à Métal au départ, c'est aussi parce que Dionnet lui a proposé de venir jouer le buquetteur, plus que jouer, de faire le boulot qui était de donner une identité graphique, une unité à ce magazine. C'est un peu ça ça, je suis moins pointu sur ça. J'ai jamais compris. J'ai jamais su pourquoi il avait été engagé comme maquettiste, donc je suis tout oui. Eh bien, Non, moi je ne sais pas non plus, mais c'est une image que j'aime bien. En fait, parce que peut-être je me cours complètement en une interprétation, mais j'imagine bien le jeune homme de province montant à Paris, rêvant d'être un auteur. Et dans cette espèce de biographie idéale qu'il a de l'auteur de bande dessinée qui doit s'accomplir, j'ai l'impression qu'il y avait comme les débuts acharnés où l'auteur n'est pas à sa place. Il parlait beaucoup, Bruno Gassio, de ça, de la création, de comment faisaient les grands anciens, ou de comment on devait travailler quand ils se retrouvaient au café de à la Marine. À la Marine. Le bar de la Marine. Il y a quelques photos dans le film qui sont atroces. On a des cheveux, mon Dieu. Ça m'a beaucoup plu. Vous aviez une très très belle coupe à l'époque. Atroce, mais bon, c'était il y a longtemps. Non, il parlait très peu. Moi, je me souviens qu'à la même époque, j'étais un peu plus obsédé par la politique et par l'idée de changer le monde, ce qui m'obsède toujours. Maintenant, je sais juste que j'y arriverai pas. C'est une différence avec avant. Et j'avais créé à la même époque un fanzine qui s'appelait, il y avait très peu de dessins, beaucoup de textes politiques, qui s'appelait Agora. Et il était très encourageant. Est-ce que j'ai toujours... je me suis découvert, mes souvenirs, c'est très traître. On a l'impression qu'on a vécu quelque chose et ce qu'on a fantasmé est largement supérieur aux vrais souvenirs. Mais à travers ce film et à travers mon entretien avec Avril, j'ai découvert qu'il faisait vraiment partie des gens qui avaient changé ma vie par ça. Par cette capacité à ne pas tellement parler, mais à toujours faire quelque chose qui est inspirant. Quand, si j'avais dit à mes autres copains avec qui je faisais des mobilettes, je vais faire un journal, bon, il était complètement idiot, ça sert à rien, non, arrête, c'est de la merde, c'est nul. Alors que lui disait, c'est passionnant. C'est
c'est captivant. Alors c'est bien, fais-le. Mais parce que je ne sais pas trop ce que je veux dire. Je m'importe, fais-le. Sans les rencontres de gens comme lui, ça ne marche pas. Alors il n'y a pas eu que lui, hein, il y a eu d'autres gens. Cornillon était aussi de ces Cacavina, Terpan était comme ça, Viard était comme ça, ils étaient tous... Tous ces noms prononcés sont ceux de dessinateurs qui faisaient partie de la bande des Beaux-Arts. Et puis il y avait aussi Guillaume, Abad, que vous ne connaissez pas, qui était un pompier, un qui a fini clochard, Dédé qui est mort dans la rue, des gens qui ont fait des hold-up, et aussi ce type de personnage-là. Et quand on est dans une bande constituée de gens aussi différents, soit on s'inspire de ceux qui font des choses qui sont impressionnantes avec leur esprit et leurs mains et leur talent, soit on s'inspire de ceux qui vont à la facilité. Et la facilité, je pense que j'aurai... Au contraire, il est dans sa chambre de poste, mais c'est aussi quelqu'un, et on le voit dans votre film, qui justement, comme le disait Bruno Gassio, est très dans l'échange, en permanence dans l'échange avec d'autres, avec ses pairs notamment. Il a beaucoup travaillé avec François Avril, je ne sais pas si François est là aussi dédicace, avec Floch et avec d'autres. Il a beaucoup, comme ça, il y avait une importance à discuter. Vous l'aviez, Serge Leclerc, souvent au téléphone, vous aviez... Oui, on passait un temps fou à discuter au téléphone à une certaine époque. Il était effectivement comme ça avec tout le monde. Ouais, c'était le mec qui avait le plus de connaissances artistiques, et donc il influençait tout le monde. The Boss. Effectivement, vous avez eu ce sentiment avec Tambouret ou quelqu'un qui était dans un échange permanent avec les autres et qui apprenait aux autres? Oui, je l'ai eu. Alors, je ne peux pas parler de ce que j'ai pas vécu, je peux parler de ce qu'on m'a raconté. Mais sur ceux qui l'ont connu, j'ai eu effectivement cette impression. Mais plus étrangement, je l'ai eu aussi sur des gens qui ne l'ont pas connu. C'est-à-dire, je pense que cet aspect-là de son tempérament se reconduit totalement dans son œuvre. Et il s'exerce sur beaucoup de personnes qui peuvent la lire. Je pense notamment à Benoît Poulvorde, où il n'a jamais rencontré Chaland, et effectivement, la lecture des œuvres de Chaland a été une école pour lui, véritablement. C'est-à-dire ça ne va pas trop en dire, parce que l'épisode Poulvorde dans le documentaire de ce soir, vous verrez, c'est arrivé en fait chez vous. Je me tais. Mais quand même, pour y revenir, d'abord rappeler que lui-même trouvait que cette transmission était importante. Il avait sa propre Bible. Sa propre Bible, c'était comment on devient dessinateur de bande dessinée par Gigé et Franquin, hein, c'est ça? Oui, interviewé par monsieur Philippe Van Doren. Rendons aux Belges l'hommage qu'il leur est dû. Un encyclopédiste ici présent. Voilà. Et que d'ailleurs Isabelle a toujours ce petit ouvrage qui est sous papier glacé, qui est resté toujours un outil pour lui et une référence. Et il avait cette volonté, c'est-à-dire qu'il pensait que c'était une transmission de dessin. On peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça. Moi, je garde un souvenir absolument ému de l'interview que j'ai fait avec François Avril. Il n'est pas là, donc je peux en parler librement. Lui, il le dira mieux dans le film. Il est ému également. Oui, il est ému également, effectivement. Mais c'est cette émotion qui m'a surpris. Parce que vous savez, quand on va interviewer des gens qui ont connu quelqu'un il y a 20, 30 ans, il y a une mécanique du souvenir évidemment qui se remet en route. C'est souvent des choses assez diffuses, mais on sent qu'on parle de quelque chose qui est loin. Ça se sent. Et généralement, c'est quasiment inévitable. Avec François, c'était extrêmement présent. C'est-à-dire qu'il parlait de Chaland comme si Chaland avait été là la semaine dernière à lui apprendre ceci, cela. Et il m'a mis devant une planche de Chaland et il m'a lui-même, François, fait une leçon de dessin en disant regarde, là il a fait ça, parce que ça. Et c'était effectivement, tout d'un coup, c'était palpable, c'était ici et maintenant. Et on sentait que ça a habité sa vie et ça continue d'habiter sa vie. Et ça, je trouve ça, c'est très rare. C'est vraiment pas courant. Serge Leclerc, vous travaillez toujours, on vous voit d'ailleurs dans le film devant une planche en train d'ancrer le film. Oui, moi je vous le dis, on vous voit avec votre talent, on vous voit aussi avec vos doutes. On vous voit dire ah merde. Je peux être aussi impoli. Est-ce que vous avez encore ce rapport à Chaland? Moi, il fait partie, oui, effectivement, des mecs qui m'ont influencé.
On a une époque où on s'influençait l'un l'autre. Alors je ne sais pas mon influence sur lui, mais je pense qu'à un moment on était vraiment très 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 proches. Et on se parlait justement au téléphone de tout pendant des heures. Les dernières conversations dont je me souviens, c'est qu'on discutait dans les années 84-85 sur les scénarios, l'indigence des scénarios, et surtout le format des bouquins qui faisaient les 44 pages. Et on disait, mais on ne peut pas faire de scénar avec 44 pages, on est trop... Hergé fout 40 cases, 15 cases par page, mais nous, on a envie de mettre 15 cases par page. On avait besoin de formats plus grands, et on discutait pendant des heures et en testant parce que ça n'existait pas. C'était avant les graphic novels, bien avant, 82-83, et on s'essoufflait à pas pouvoir faire des BD un peu plus adultes, parce que le format n'y était pas. On a 44 planches, il fallait faire 6 albums pour pouvoir faire un truc ample. Donc, heureusement, le graphic novel est arrivé après et a permis de développer ça, mais là-dessus, on était très longue conversation. Et puis émulation, parce que effectivement, on était dans un mouvement, dans une mouvance. C'était comme la nouvelle vague, en fait. Moi, j'adore ça quand on a des lignes claires, ça m'allait parfaitement, parce que ça faisait référence à Truffaut et la nouvelle vague. Et moi, je me sentais un petit peu sur le bord de la ligne claire, parce que moi, j'ai un trait avec du feuilleté dedans. C'est pas exactement, je ne suis pas un disciple d'Hergé complètement. Peut-être Benoît en est un pur et dur, Josphat en est un exemple absolu. Peut-être Benoît, c'est magnifique, c'est une sublime. Mais le trait est très pur, ne bouge pas. Nous, on était arc-boutés sur le trait avec plein édayé. Donc, c'est lui qui me conseillait, Chaland, de couper le bout du pinceau pour que. Oui, sinon, on ne peut pas. C'est ce qu'il avait fait. Donc, il faut couper pas trop. Parce que sinon, après, ça devient un vrai bâton, ça fait des lignes de merde. Donc, il m'est arrivé de bousiller les pinceaux Marc Rokolinski en le coupant trop gros. Il faut juste couper un petit bout parce que sinon le trait n'est pas bon. Quoi. Ça, c'est Chaland qui... Ça marche pas avec des pinceaux de calligraphie. Calligraphie, je ne sais pas. La calligraphie. Non. Ils sont déjà pisotés. Non. Marc Rokolinski, ça venait des autres avant, c'est-à-dire Moebius, les Will Eisner, tout ça. Ils savaient de quoi ils parlaient. Moi, j'avais pas lu les bouquins parce que si je comprenais rien. Vous avez vu, quand on est passé par Métal Hurlant, on dit graphic novel. Pour ceux qui sont passés par à suivre, ils disent roman graphique. L'école américaine est toujours là. Mais c'est vrai que ça pose quand même, ça nous rappelle que cette fin des années 70, au début des années 80, le format était encore assez corseté de la bande dessinée. On est loin de cette rentrée où vous avez les 3 BD sur 10, fait plus de 300 pages aujourd'hui, c'est assez impressionnant. L'âge d'or de Pedrosa, allez, premier tome, 400 pages, vous avez moi ce que j'aime c'est les monstres de Émile Ferris, allez, premier tome, 400 pages, et vous en avez comme ça un petit paquet. À l'époque, il y avait cette question du format. Alors, on ne viendra pas là, mais on pourrait se tourner évidemment à nouveau vers M. Passamonique, qui redécouvrait en Belgique à l'époque à la fois la grande tradition belge de ce qu'on appelait le moment belge. Benoît Peters parle d'un moment belge quand il théorise ça, c'est-à-dire quand la Belgique était vraiment le centre du monde de la bande dessinée, au point de faire en sorte de gommer ce qu'il y avait de belge dans la bande dessinée elle-même, en mettant par exemple le Tintin au port de Saint-Nazaire plutôt qu'à Ostende, en mettant des agents de police qui étaient plus français que belges, mais c'était quand même ce moment belge. Et ce moment belge, il était très formaté. Et là, il s'agissait d'inventer quand même autre chose, c'est-à-dire de saisir ce qu'était la tradition, mais d'aller au-delà quand même, Serge. Ah oui, le Métal Hurlant est l'endroit où tout se focalise et passe à la BD adulte. Il y avait déjà Nico des Savanes qui mettait des familles avec des gros seins et tout ça, qui était très axé sexe. Et Métal a tout mélangé avec SF, polar, tous les mauvais genres, mis là-dedans et perverti. Donc là, on passait à une autre étape, inconsciemment. Nous, ça fait partie de notre ADN. On avait été éduqués depuis l'âge de 5 ans. Moi, j'ai des BD, même si c'était Hakim, Zamblab, avec le rock et Tintin.
les petits formats et tout ce qu'on veut. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Quand je suis arrivé à 17 ans, pour moi, Moebius, c'était un dieu vivant. Ces originaux, pour moi, c'était à mettre au mur. J'avais une idole, c'était Moebius en premier. Ça m'est resté, c'est un génie pur. Métal hurlant, Bruno Gassio, on y trouvait quand même honoré le président, Franck Margerin, qui était là avec ses gros nez et sa France très années 60, 50, 60. Je suis arrivé avant lui. Comment? Je suis arrivé dans le numéro avant lui. Oui, sans doute. Personne ne vous le reproche. Dans le numéro 4. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, en l'occurrence, il y avait ça. Il y avait Corbel, on l'évoquait, prochain invité d'honneur, il ne sera pas là, mais Richard Corbel d'Angoulême. Et il y avait Moebius, et il y avait les lignes Cléreux, dont vous faisiez partie. Il y avait Druyet, tout ça. Tous les mecs de pilote qui étaient. Bien sûr, s'il faut en venir. Je crois qu'il y a déjà eu des conférences sur Métal Hurlant, ici même, hein, où on a non. Je me rafraîchis la mémoire. On fera une conférence sur Métal Hurlant. Mais tout ça pour dire, cette émulation, cette ébullition, Bruno Gassio, est-ce que vous la viviez en tant que jeune homme à l'époque? Est-ce que vous sentiez que là se passait, s'inventait ce qu'allait être la culture, quasiment ce qu'allait être Canal? Tiens, je vais jusque là. Alors, pour une raison qui est très simple, c'est que Dionnet a fini par travailler à Canal et a s'occupé du cinéma de genre. Et il a inventé une case où il mettait des films impossibles. Mais avant, il faisait un discours sur le film, c'est-à-dire qu'il nous donnait une clé de lecture. Et des films qui étaient avec des extraterrestres, des soucoupes volantes qui tenaient au bout de 2 fils, il nous expliquait que c'était du génie. Et donc nous, on écoutait ce qu'il racontait, et puis on regardait le film, on se disait, ah ouais, c'est vachement bien. Alors, objectivement, c'est des films tout pourris. Mais c'était une façon d'éclairer. Moi, j'ai pas tellement suivi la BD à partir de l'âge de 20 ans. Je me suis laissé un peu, je suis parti plutôt dans le théâtre, le café-théâtre. Mais dans le café-théâtre, j'ai rencontré Michel Bernier, qui est devenu la mère de mes enfants, et je suis devenu le gendre de Choron. Et donc j'ai participé, je suis allé un nombre incalculable de fois le mardi soir au bouclage du journal, où j'ai rencontré d'autres types de dessinateurs. C'est des dessinateurs qui étaient très dans l'actualité, il fallait aller vite. Il y avait 5-6 dessins par page, il fallait vraiment qu'on comprenne ce qui était dit. Et j'ai eu d'autres maîtres, d'autres façons de faire, mais quand je voyais Réserve, je piquais les dessins de Réserve dans la poubelle. Ce Réserve dessinait, quand il cherchait la couverture, tout le monde dessinait rapidement, balançait à Cavana qui regardait, c'est de la merde, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui disait, on a la couverture. Et là, tout s'arrêtait, et généralement, c'est Réserve qui gagnait, évidemment. Et tous les autres dessins qui étaient sur la table, il y avait Volin, GB, Cabu, tout le monde était là, tous les dessins étaient ramassés, et boum, dans la corbeille. Et quand tu es un gamin, tu regardes, tu dis, putain, il y a 10 dessins de Réserve dans la corbeille. Bon, d'accord, ils ont été refusés, mais quand même, tu vas dans la corbeille et tu piques. Il fallait te dépêcher parce qu'il y a Odile qui passait, qui ramassait les dessins, qui les cramait. Il les balançait à la cheminée pour que justement que des invités, il y en avait parfois, partent avec des dessins. Et moi, j'en ai gardé un gros paquet. Mais moi, mon retour à la BD, parce qu'après Saint-Étienne, je quitte Saint-Étienne assez rapidement, donc j'ai moins de contact avec Chaland, je vais habiter à Paris, je fais du café-théâtre, et je le rencontre de temps en temps, je me souviens de rencontre dans la rue, par hasard dans le même quartier, ah t'es là, ouais ça va, c'est génial, ça, de dîner, de choses comme ça. Après, où il est devenu un monsieur. C'est devenu un monsieur. C'est-à-dire qu'il est Chaland, quoi. Il est le mec qui fait les dessins, la pub de machin, c'est lui. Ah merde. Et on est impressionné. Et pour nous, qui cherchons les autres de la bande, où on cherche à arriver à quelque chose, moi dans le café-théâtre, puis le théâtre, puis essayer de travailler un peu dans le cinoche, la télé et tout ça, lui, il a réussi. Et en fait, je crois que si j'ai un regret, aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment parti trop tôt, et qu'aujourd'hui, on ne puisse pas dire et dans ton milieu, ça se passe comment, toi? Oh, moi, dans la BD, en ce moment, il y a Claire, là, il n'arrête pas de faire la gueule, il est totalement paranoïaque. Là, je parle avec lui, et j'aimerais qu'il me dise, mais toi, dans la télé, alors c'est quoi? Bah, tu sais. Et Canal, c'est ça. Vous savez que quand les nuls ont fait leur premier. Eux, ils étaient fous de BD, c'était des fous de Chaland. Les nuls, Chabat, Loki, Carrette, surtout, ils étaient fous de ça, fous de ce milieu-là. Et la première fois qu'ils ont fait Objectif Nul, ils ont fait une projo, et ils ont fait venir tout le monde, dont Choron. Et il y avait De Greff qui était là, qui était le
directeur des antennes de Canal, qui était l'homme qui a fait Canal dans le style. Et tout le monde regardait Choron en se disant, est-ce qu'il va aimer? Et tout le monde regardait comme ça. Donc il y a une relation entre Canal et la BD, et en tout cas ce milieu-là, et la métal, il y avait Charlie. Il y avait aussi dans Charlie, là c'est Bolin qui s'occupait beaucoup d'Américains dans Charlie mensuel. Et cette forme de télévision qui était Canal, qui était assez nouvelle dans le temps, en tout cas, il y avait une connexion. Parce que les gens qui faisaient Canal à cette époque-là, 84, 85, 86, jusqu'à les années 90, c'est des gens qui viennent de ces milieux-là et de cette inspiration-là. Ce que vous dites m'amène à deux réflexions de Bruno Cassio. La première, c'est que oui, les liens entre télé et cette bande dessinée-là existent, au point d'ailleurs que quand on va sur Internet, on peut retrouver, en fouillant un peu, des extraits d'émissions de Manœuvre et Dionnet recevant Chaland, à qui ils essayent de faire dire d'où il tient cet amour fou pour les grands anciens. Et la deuxième chose, et c'est d'ailleurs très drôle, parce qu'effectivement on est dans une imagerie, dans une manière de faire l'image du début des années 80 qui est ce mélange nucléaire de modernité. On est entre Bazooka, ce que faisait Bazooka et ce que faisait Franquet Hergé. On explose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous disiez, oui, il y avait les autres dessinateurs. En fait, la contre-culture se faisait à Charlie, peut-être Harakiri, ce genre de choses. C'était pas du tout le cas, Avril Tambouret, d'un Chaland. C'est-à-dire que sa contre-culture à lui, elle était totalement décalée. C'était une manière de regarder avec un œil totalement extérieur ou ironique ce qu'avait été la culture dominante dans les illustrés pour enfants des années 50 et 60, ce qui avait été proposé à tous ces enfants, ils le regardaient avec ironie. C'était presque une contre-culture qui n'osait pas le dire. Je dis ça comme ça, j'y avais pas réfléchi avant, et pardonnez-moi. Non, mais il y a Zeb, quand je l'ai rencontré et interrogé, je sais plus si c'est dans le film, mais il y a eu une phrase, je trouve très juste sur Chaland, où j'essayais de le sonder pour comprendre son attachement à Chaland, parce qu'entre Chaland, Jolin-Bert et Zeb Lequitov, c'est difficile de faire le pont, a priori. Et lui m'expliquait que ce qui lui plaisait chez Chaland quand il était jeune et qu'il lisait, c'est que c'était un punk déguisé en curé. C'est-à-dire, il y avait tous les mecs, les punks transgressifs partout, et là tout d'un coup ce type avançait masqué, très sage, très je suis petit 20e, j'arrive, tout propre, et à l'intérieur c'était l'explosion. Et là il trouvait une forme d'élégance beaucoup plus étonnante, parce qu'elle ne disait pas son nom, une forme de provocation qui ne disait pas son nom, que évidemment dans la provocation punk. Je trouve que ça lui va bien. C'est vrai. Je ne sais pas si Fromental peut être avec nous cet après-midi, mais c'est exactement ce qui se passe quand Fromental lui demande de faire les couvertures de Métal Aventure, qui était cette déclinaison de Métal Hurlant, et où il fait des couvertures qui, déjà à l'époque, font scandale, parce qu'on y voit des noirs quasi cannibales devant une case où il y a une petite famille belge proprette en train de fêter Noël, par exemple. Mais justement, il détournait tout ce qu'avait été cette affaire-là. Je vois que l'enfant Serge Claire demande la parole. Oui, mais justement, c'est ce passage entre l'ironie qui peut être lu au premier degré. Hein. On a eu des grandes discussions ou avec Margerin aussi sur ce thème-là, les Chalands, où moi d'office je le prenais au second degré, j'étais écroulé de rire quand je voyais ça. Pour moi, ça... Mais pour certains, s'ils réfléchissaient pas trop, certains, ça leur allait comme ça au premier degré, c'est-à-dire les blagues cannibales, allaient bouffer la famille blanche belge, ce qui n'est pas sympa pour les Belges. C'est un grand Et donc là, il y avait un grand problème, c'est qu'il fallait avoir des lecteurs intelligents qui pouvaient faire la distance, que c'était de l'ironie. Nous, c'était naturel, quoi. On faisait ça comme on respirait. Ce dynamitage de la BD ancienne, très sage, c'était naturel. Le côté punk du truc, ça venait donc des situationnistes belges, hollandais, et on avait pris ce train-là parce que c'était notre ADN, quoi. C'était vraiment
on n'était plus autant des BD pour ados, on était BD adultes, on ne s'intéressait pas aux ados. Enfin, personnellement, c'était ça. Et lui, Chaland faisait effectivement encore pire dans ce truc-là, c'est qu'il avait des choses qui étaient vraiment très Walt Disney. Parfois, au tout début, il y avait il pervertissait Walt Disney, il faisait des choses avec du sexe dedans, et puis après, il pervertissait d'autres trucs. Et effectivement, l'image était super sage et léchée, puis lui avait un côté très non punk. Il n'avait pas le micro, alors peut-être tout le monde n'a pas entendu Bruno Gassio dire c'était le grand placement des cannibales qui ouvrent la famille belle. Je dis ça pourquoi je non pas pour uniquement vous dénoncer, uniquement hashtag balance, moquis, il faut dire moquis, mais pas moquis, balance ton Gassio. Non, pas uniquement. Je veux dire par là que, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, Bruno Gassio, les dessins de Chaland passeraient, ce que nous proposait Chaland, passerait facilement, comme ça a pu quand même passer dans les années 80, ou est-ce qu'il a fait des choses qui aujourd'hui seraient tabous? C'est absolument impossible à dire parce qu'on ne va faire que de la projection et on ne peut pas savoir ce que lui-même serait devenu. On ne peut pas imaginer quel chemin il aurait pris parce que les chemins que l'on choisit et que m'a fait prendre Chaland moi, il m'a aidé dans un chemin, mais il y a d'autres gens après, j'aurais pu encore changer de chemin. Lui, je ne sais pas s'il aurait changé de chemin ou pas. Il y a simplement aujourd'hui quelque chose de... Maintenant on ne parle plus de Chaland, mais je ne sais pas comment aujourd'hui les dessinateurs et les gens qui sont chargés de s'exprimer et de donner et de communiquer aux gens à la fois des histoires mais aussi des idées, je ne sais pas comment ils font puisque chaque communauté, les gros, les grands, les petits, les femmes, les homosexuels, les religieux, quels qu'ils soient, veulent tous être protégés à leur périmètre. Ils disent tous on est pour la liberté d'expression complète, mais moi, il faut faire une petite exception parce qu'on a beaucoup souffert. Et oui, c'est vrai que les rouquins, j'ai dit, c'est les rouquins qui s'y mêlent. Les roux ont été stigmatisés, ils sentent pas bon, c'est moche, ils n'arrivent pas à bronzer. Et on s'en fout. Un peu de châtain. Et il y a peu de génocides roux, c'est vrai, mais tout le monde se protège à son périmètre. Et aujourd'hui, quand on dessine, quand on fait un film, une série télé ou qu'on écrit, il y a cette précaution, même malgré nous. On se dit, si je prends un personnage et que je dis il est gros, et le fait qu'il soit gros induit plein de choses dans son caractère, on va nous dire, ouais mais non, attends, pourquoi taper un gros et pas un très maigre par exemple? Lui aussi il aurait pu avoir... Et donc tout ce questionnement ralentit la création, puisqu'on est obligé de réfléchir à tout ce qu'on va faire, alors qu'avant on ne réfléchissait pas. Aujourd'hui, je pense, alors je parle pour Chaland, je ne pense pas qu'il aurait dessiné une famille de cannibales autour d'une famille de blancs qu'ils allaient becter. Ou alors il l'aurait fait en réaction à quelque chose. Il n'y aurait eu que lui pour le faire, mais il le ferait en réaction à quelque chose qui s'est produit. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le grand remplacement. Aujourd'hui, on parle de ça. Il y a une peur qui s'est installée. Ils arrivent. Bon, en France, 60 000, on est 60 millions. Ça va, normalement, on va pouvoir absorber. Mais il y a ce fantasme, il y a cette peur, et qui, pour les créateurs, est destructrice. Parce qu'ils doivent prendre en compte cette situation politique nouvelle et cette crainte nouvelle qui se diffuse dans la société. Donc comment on fait lorsqu'on a envie de vendre au plus grand nombre pour faire quand même des choses transgressives et vendables? C'est très très compliqué. Il y a un exemple, je finis avec ça, je suis très bavard. Il y a un mec qui s'appelle Tex, qui est un comique très moyen, qui présentait une émission et qui, en plein Balance ton port, a fait une blague à la télé en disant « Je pense qu'il ne faut pas la faire, je vais la faire quand même ». Qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir? On lui dit plus rien, on lui a déjà dit 2 fois. C'est une blague qui est sur la violence faite aux femmes, insupportable, a priori. Mais justement, c'est justement le bon moment pour la faire. Et de dire aujourd'hui, on est dans ce climat-là, moi je vais vous faire cette blague, comment on réagit? Réaction, dehors, viré, plus rien. Donc il a fallu qu'une femme prenne sa défense dans une émission de télévision où on remettait un Molière du comique. Elle a dit, tout le monde se demande si on pourrait dire ce que Desproges disait il y a 30 ans. La vraie question, c'est de se demander si on pourrait dire ce que Tex a dit il y a 30 jours. Et la réponse est non. Serge Clair. La vraie question, c'est qu'il faut aussi le talent avec Desproges ou Coluche, par exemple. Il n'y a que pour sortir des phrases énormes, parce qu'il y a quelque chose en eux, il y a une vibration, il y a un style. Mais si quelqu'un d'autre le dit à la même époque, s'il est nul, il est nul.
la blague, il se fait virer le mec, même il y a longtemps. Et il faut le talent de Chaland. Là, je vous signale, il y a ces Desproges, et c'est Desproges et Coluche par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent sortir des vannes de fous. Il faut juste qu'ils soient Desproges. Et pour revenir sur Chaland, effectivement, à cette époque-là, on pouvait faire tout ce qu'on voulait parce que personne nous faisait chier. C'était naturellement du second degré, on dévastait personne, c'était une façon de créer des nouvelles choses et de dénoncer. En plus, c'était vraiment de la dénonciation de choses, c'était mettre le doigt, ça fait mal, quoi. Et, alors, on a quand même interdit à Rakiri. On a quand même interdit à Rakiri. Ah bah la France... ah bah oui. Non mais je veux dire, c'était pas si rose que ça non plus. Oui, je parle de métal. Je parle de métal. On ne sait pas. Sinon, c'est interdit. Ananas a été interdit à la non, mais métal aussi, effectivement, autant pour moi. Mais nonobstant. Et à suivre. Nonobstant. Nonobstant, on pouvait quand même largement plus déconner, quoi, avec tout. Mais il ne faut pas toujours déconner, et c'est bien.